Deuxième rendez-vous de cette journée consacrée au nouveau souffle pour le sport. Je vais vous laisser le temps de vous réinstaller en accueillant nos deux nouveaux invités. Il est champion du monde, champion d'Europe. Il a gagné la Champions League. Il est la voix de la France, enfin de l'équipe de France. C'est déjà pas mal. Bicente Lizarazu. Et il n'est pas champion du monde, il n'est pas champion d'Europe, il n'est même pas champion olympique, mais il est bardé de diplômes et il est toubib. Le médecin généraliste dont nous rêvons tous, il s'appelle Michel Simès. Messieurs, bienvenue, installez-vous. On vous a dit de vous installer où? Moi, je ne sais même pas. Là? T'as une grande place. Allez, installez-vous. On s'installe. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Bicente Lizarazu, c'est Vivre de sport, le bouquin que vous avez publié l'année dernière aux éditions Flammarion, qui nous a donné envie de discuter et d'avoir cette conversation avec vous, parce qu'il y a le sport de haut niveau et puis il y a l'autre sport, et vous, évidemment, docteur. C'est parce que ça fait très longtemps que vous êtes mobilisé sur ces questions d'activité pour notre santé, mieux vivre, mieux vieillir. Bichène, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Martin Fourcade ce matin, qui est lui aussi assez addict au sport, un peu comme vous, d'une certaine manière, et qui explique à quel point, quand on a été champion de haut niveau, il est difficile de se désintoxiquer, non pas de la pratique sportive, mais de la compétition, de cet esprit de la gagne et de cette volonté farouche de pousser son corps le plus loin possible, quitte à lui faire mal parfois. Et vous, vous avez basculé de l'autre côté après votre carrière. Il vous a fallu combien de temps pour, d'une certaine manière, vous détoxifier de tout ça ? J'y suis encore. Hein. C'est bien de le reconnaître, c'est bien d'être lucide. J'ai réussi à faire un bon chemin, mais j'y suis encore et je connais bien Martin, on fait de la rando à ski ensemble, on fait du vélo ensemble, on partage la même philosophie du sport. Le même chemin où on a fait du sport de haut niveau, c'est pas du tout le même sport que celui que je pratique aujourd'hui, où là il y a simplement une volonté de me sentir bien, de me sentir en forme, de faire attention à moi et essayer évidemment de combattre cette espèce de truc intérieur où t'aimes pas qu'on te dépasse. C'est-à-dire, en gros, quand vous faites du vélo par exemple, dans le Pays Basque... En gros, je pars faire un tour de vélo, tranquille, je suis dans mes pensées, je suis tout seul, et puis il y a un mec qui me double, et il me dit pas bonjour, et puis je vois que finalement, il va pas super vite, et je l'ai en ligne de mire, ben là, je vais le mettre en target, et puis je vais faire la course avec lui. D'accord, vous êtes malade, bon, en voilà. fait. Donc, c'est le genre de truc, par exemple, j'essaye de me battre contre ça, parce que c'est pas ça le plus important. Et puis en plus, en vieillissant, il faut arrêter d'être toujours dans l'obsession du chrono, dans l'obsession de battre quelqu'un. Il faut être simplement dans le plaisir de faire du sport et de se sentir bien après. Quand tu fais 4 heures de vélo, avant tu peux être un peu nerveux, tu peux être un peu con, tu peux être un peu soucieux, et après, t'es moins con. T'es moins nerveux et t'es plus apaisé. Okay. Et donc on va se mettre à faire du vélo. Alors. Non, mais je me suis rendu compte au fil du temps à quel point le sport me faisait du bien en oubliant complètement la compétition, vraiment. À quel point je trouvais mon équilibre, à quel point j'étais heureux en pratiquant plusieurs sports, d'ailleurs, différents. On va en parler de ces différences. Et c'est un équilibre absolu. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir poser des questions à Bicente Lizarazu et à Michel Simès au terme de cette masterclass. Quand vous le regardez, Michel, sur ses réseaux sociaux et sur Insta notamment, on est d'accord... Je me dis que j'ai affaire à un malade. Tout le monde ne peut pas faire ce que fait Bicente, mais est-ce que moi, j'ai 53 ans, par exemple. Est-ce que c'est trop tard si je veux me mettre à faire un sport que j'ai jamais pratiqué, par exemple? Oui. C'est trop tard. Oui. Voilà, merci Michel. Voilà. Oui. Alors, il y a des moments où il faut faire preuve de lucidité quand même. Oui, voilà. Mais alors, moi, je suis ultra lucide là-dessus. Non, mais alors, déjà, c'est important. La question, c'est jamais trop tard. Parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire depuis quelques années. C'est que pendant très longtemps, on s'est dit... Le sport, je ne parle pas de celui que fait Bicente, parce que lui, je le vois, je le suis, pas sur l'école du Pays Basque, mais sur ses réseaux, ça me fatigue moins. Mais il est vraiment dans le sport presque un peu extrême, mais en plus pour quelqu'un qui a fait tant de compétitions, c'est assez incroyable. Mais
l'activité physique, le sport. Moi, j'ai été ambassadeur santé de Paris 2024 et on parlait plus d'activité physique que de sport. Pendant des années. C'est quoi la nuance d'ailleurs? Alors, la différence, c'est que l'activité physique, des gens qui sont inactifs, ce sont les personnes qui ne font pas les 30 minutes d'activité physique quotidienne recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire, en gros, il faut marcher plus vite. Ne serait-ce que ça, marcher plus vite que la normale. Faire comme si vous étiez en train de rater votre train et que vous accélériez un peu. Ça, c'est l'activité physique. Après, on peut passer sur le sport ou en faire plus. Mais pendant des décennies, on a entendu, et moi aussi, quand j'étais jeune étudiant en médecine, le sport, c'est bon pour la santé. C'était très empirique. On savait que c'était bon parce que ça faisait travailler le cardio, parce que théoriquement, voilà, on évitait de grossir. Mais aujourd'hui, on a toutes les données scientifiques. C'est ça qu'on a essayé de matraquer pendant 8 ans avec le collectif pour une France en forme aux Jeux Olympiques. On veut expliquer aux Français pourquoi l'activité physique est essentielle si vous voulez vivre plus vieux et en bonne santé. L'espérance de vie augmente pratiquement aujourd'hui d'1 mois tous les trimestres grâce au progrès de la médecine. C'est fabuleux. Sauf que ça ne vous concerne pas, d'abord, ça concerne les gamins qui naissent aujourd'hui, mais surtout, cette augmentation d'espérance de vie, elle est en mauvaise santé. Ouais. Si vous ne faites pas d'activité physique ou de sport, vous allez gagner des années de vie, mais vous allez les gagner grabataires. Et on dit aujourd'hui, jeunesse sédentaire, vieillesse grabataire. On a une bombe à retardement là avec les jeunes, on le sait, on est extrêmement mal classé. Je crois de mémoire que sur 140 pays, nous sommes 116e dans l'activité sportive et pas le sport pour les adolescents. Comment c'est possible de remédier à ça et de sortir nos gosses de leurs écrans, de leurs canapés et de les mettre au sport? Vous savez, François Carré, qui est un cardiologue du sport, dit « Sitting is the new smoking ». On passe notre temps assis. On est de plus en plus sédentaire. Alors, c'est ça la différence qu'on a essayé de faire passer aussi pendant les Jeux. L'activité physique, c'est une chose. Donc, si vous faites vos 30 minutes d'activité physique quotidienne, et c'est ça qu'il faut expliquer aux gamins, c'est bien, eux, c'est 1 heure. Mais tout se joue entre 5 et 11 ans. Si vous ne motivez pas les gamins entre 5 et 11 ans, vous en ferez des adultes sédentaires. La sédentarité, la différence avec l'activité physique, c'est le nombre d'heures que vous passez assis toute la journée. Quand vous dépassez 7-8 heures, calculez. Là, vous allez rester toute la matinée assis. Vous allez déjeuner, vous allez dîner, vous allez regarder la télé ce soir. Calculez le nombre d'heures que vous passez assis. Et si d'ailleurs, si je devais vous motiver, j'en parlais avec Vicente dans les coulisses, il y a le syndrome de la fesse molle. Ça motive bien. Je vous explique. Pourquoi vous me regardez en disant ça, mon cher Michel? Je vous explique en un mot, et ça peut vous motiver. Les muscles les plus puissants de l'organisme, ce sont les muscles fessiers. Ça me fait peur. On a le petit, le moyen et le grand fessier, c'est les muscles les plus puissants de l'organisme. Ils sont là pourquoi? Pas seulement pour faire joli, ils sont là pour maintenir le bassin dans une bonne position et votre squelette tout entier. Si je tiens debout et que je ne suis pas dans une mauvaise position, c'est grâce à mes fessiers. Ces muscles-là doivent être stimulés. Un muscle qui n'est pas stimulé, il se ramollit. Si on passe du temps assis, on passe 7-8 heures assis, il ne bosse pas, ça devient des coussins. Et donc, votre fessier se ramollit. C'est le syndrome de la fesse molle. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il faut bien qu'on reste debout, qui est-ce qui va compenser? Le dos. C'est le dos, les lombaires. Et c'est pour ça qu'on a tant de douleurs, des lombalgies, des lumbagos et tant de douleurs. Donc, si vous ne voulez pas avoir la fesse molle, bougez-vous. Voilà. Bon, alors vous allez vous bouger tout à l'heure. Bichente, il y a une clé quand même pour rentrer là-dedans, d'une certaine manière. Ça s'appelle le plaisir. Ah oui, enfin, ça ne doit jamais te quitter, le plaisir. Enfin, moi, j'ai jamais fait du sport sans rechercher le plaisir. Et pour avoir le plaisir, il faut de la variété. Il ne faut jamais faire la même chose. Le problème dans le sport de haut niveau, c'est qu'on a une forme de routine d'entraînement. Mais vous, déjà, quand vous étiez sportif de haut niveau, quand vous étiez footballeur professionnel, vous faisiez autre chose. Vous faisiez déjà du vélo, vous faisiez déjà du ski, vous êtes un grand passionné de la montagne. Ça aussi, ça vous a permis de basculer et de sortir de ce monomaniaque de l'entraînement tous les jours. Ça m'a aidé, notamment à la trêve, de faire du surf en été ou du ski en hiver, même si on n'avait pas le droit. C'était formellement interdit, mais c'était une façon aussi de casser la routine, parce que faire tout le temps la même chose, au bout d'un moment, tu as une forme d'usure et tu perds ce plaisir fondamental. Et quand
quand j'ai arrêté, j'ai repris le sport de façon très variée. C'est-à-dire que mes entraînements, tout au long de l'année, changent. Ils changent en fonction des saisons. Par exemple, en hiver, ça va être de la randonnée à ski, ça va être du ski. En été, ça va être du surf parce que c'est plus agréable. Le vélo, c'est plutôt aussi en été. Je ne vais pas faire du vélo s'il fait un temps horrible. Et de varier, ça permet d'être tout le temps dans le plaisir. Varier tes entraînements aussi, tout le temps dans le plaisir. Pas faire tout le temps la même chose tous les jours. Je peux faire des séances de renforcement musculaire, je peux faire des séances de yoga, mais j'ai tout le temps des entraînements qui sont très différents et je vais chercher des nouveautés en permanence, ce qui fait que j'ai l'impression d'apprendre quelque chose à chaque fois. D'où le jiu-jitsu, par exemple. Alors le jiu-jitsu brésilien, ouais, c'est un art martial, ça c'est encore autre chose, mais c'est à la fois une technique de combat, mais en même temps, ça permet de travailler musculairement, d'entretenir ta force, ta puissance, tout en faisant un sport de combat qui est assez ludique et tactique. Il y a la santé physique. Et puis le sport, c'est aussi la santé mentale. On sait aujourd'hui à quel point faire du sport ou faire une activité, marcher, courir, il ne s'agit pas de faire des choses extravagantes, ça lave la tête. Et ça nous fait aller mieux là-dedans aussi, Michel. Donc il y a aussi un enjeu presque professionnel et familial. Quand on va bien dans sa tête, on va mieux dans sa famille. Quand on va bien dans sa tête et qu'on s'est lavé la tête professionnellement, on est plus performant. Il y a plus de concentration. Tout ça, c'est lié. Évidemment. Et on peut résumer ça de façon très simple. Plus vous faites de sport, plus vous faites d'activité physique, plus vous augmentez l'irrigation de votre cerveau. Notre cerveau, il a besoin de sang, il a besoin de carburant, il a besoin de glucose, il a besoin de tous les nutriments que vous lui apportez par l'alimentation. Et plus vous faites marcher votre cardio, plus votre cerveau est irrigué. Le sport est, et c'est tout ce que je vous dis est scientifiquement prouvé, c'est pas juste des phrases en l'air, le meilleur antidépresseur. Ça a été prouvé par des études. Quand vous prenez des gens qui font des dépressions et que vous les mettez à l'activité physique ou le sport, ils diminuent le nombre de comprimés d'antidépresseurs qu'ils prennent. Quand vous comparez les populations, il y a beaucoup plus de dépression chez les non-sportifs que chez les sportifs. Ça s'explique par l'irrigation du cerveau, mais ça s'explique aussi par l'estime de soi. Quand vous faites de l'activité physique, quand vous faites du sport, que même si vous n'en avez jamais fait, vous me demandiez si je rigolais tout à l'heure, vous pouvez vous y mettre Nathalie, mais surtout que à mon avis vous en faites, mais vous êtes content de vous. Quand vous prenez, je suis hyper contente de moi quand j'ai marché 45 minutes. Quand vous prenez votre smartphone et que vous apercevez que vous avez fait les 6 ou 7 000 pas par jour recommandés par l'OMS, alors que vous n'aviez rien fait avant, vous êtes content. Et vous allez en faire 7 000 et 8 000 et 10 000 le lendemain. L'estime de soi fait que vous allez être bien. Vous allez libérer des endorphines, ces neurotransmetteurs du bonheur, la sérotonine, toutes ces molécules qui vont noyer votre cerveau parce que vous vous dites « mais putain, mais je l'ai fait, je suis capable de le faire ». Et comme en plus, vous savez qu'avec ça, vous allez diminuer vos risques d'avoir des cancers, vous allez diminuer votre risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, et puis en plus, il y a le regard des autres. Ah, mais dis donc, tu t'es mis à faire du sport. Donc, vous vous valorisez. Donc, le meilleur antidépresseur, c'est le sport. Vous êtes d'accord avec ça, Michel? Oui, mais ce que dit Michel sur le plan théorique, physiologique, moi je le ressens sur le plan pratique. Je parlais du vélo. On ne peut pas faire 4 heures de vélo. Tout le monde ne va pas faire 4 heures de vélo, mais ne serait-ce que de faire 1 heure de marche ou d'aller nager une demi-heure, tu as une sensation, comme je dis, entre l'avant et l'après qui est radicalement différente. Et 1 heure de marche, c'est à la portée de tout le monde. 4 heures de vélo dans des cols, d'accord, mais 2 heures de vélo sur du plat, c'est à la portée de tout le monde. Et la sensation, véritablement, après, c'est une sensation de bien-être qui est totale, absolue. Il y a des sujets d'hormones, évidemment. On est addict à ces hormones-là, mais ce sont des hormones qui sont naturelles. Et donc, cette sensation-là, elle est apaisante et tu te sens bien tout le reste de la journée. Michel ? Oui, je vais prendre un exemple que je connais bien, mon père. Normalement, quand vous vieillissez, c'est logique, vous avez les os qui deviennent un peu plus fragiles, vous perdez l'équilibre, vous êtes moins alerte, vous déprimez. La dépression des seniors, c'est pas une vue de l'esprit parce que vous perdez des motivations, etc. Je fête aujourd'hui les 94 ans de mon père. Bon anniversaire, monsieur Simon. Il fait 2 heures de sport tous les jours.
Depuis toujours? 2 heures, depuis toujours. 2 heures de gym, il va à la salle, il fait ce qu'il peut. Alors, parfois, il se plaint, il me dit « Putain, je récupère moins qu'avant. » Donc, bon. 94 ans, tu 94 ans, il conduit sa bagnole, il vit seul, il va faire ses courses, il fait sa bouffe. Et l'autre jour, il était chez moi, j'ai un escalier, il loupe la dernière marche, il tombe. À 94 ans, vous pétez le col du fémur, ou vous pétez une vertèbre. Il s'est relevé, il m'a dit bah, « T'as pas mis un truc sur ta marche ?» Voilà, 94 ans. Et mon père n'est pas exceptionnel, hein, mais voilà, il a fumé parfois et puis il a arrêté. 2 heures de sport par jour, il est en pleine forme, il n'est pas dépressif et il est complètement autonome. Et quand il ne fait pas ces 2 heures de sport, là, ça le déprime. Ouais. Le mien, il a 77 ans et il est comme le vôtre et c'est un bel exemple. Bichente, ça aussi, quand on avance dans l'âge, parce que c'est pas facile d'avancer dans l'âge, le sport, c'est aussi une manière, pas de ralentir les choses, mais d'embrasser un peu plus ce corps qui change, ce souffle qui peut-être se ralentit un peu. Est-ce que ça vous aide ? Là, elle va être déprimée pour de bon. Non, là, il va me mettre une danse parce que, dis donc, Lisa Razou, tu as un petit tracteur ou pas ? Non, ça m'aide et surtout changer de sport, ça m'aide. Ouais. Par exemple, le foot, étant donné qu'on a touché l'excellence. Faire des matchs amicaux aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie parce que je vois le gap qu'il y a entre le niveau qu'on a aujourd'hui, puisqu'on s'entraîne plus, et le niveau que l'on avait avant. Pour moi, j'ai pas envie de. Donc ça, c'est plus du plaisir de faire un match de foot. Ça, c'est plus du plaisir. Non, parce qu'en fait, le plaisir dans le sport, dans tout, c'est de progresser, c'est d'apprendre. Et donc, je préfère faire d'autres sports où j'ai l'impression de pouvoir apprendre. Quand je fais du vélo, j'ai encore une marge de progression. Et donc, ce rapport je dis pas vieillir au temps qui passe. Ce rapport au temps qui passe, il est plus facile à accepter. J'ai toujours des sports pour me sentir actif, me sentir en forme. Les sports de combat, je sais que petit à petit, je vais arrêter ou je vais ralentir. Mais le vélo, c'est un sport qui est durable. Faire du yoga, c'est un sport aussi qui est durable parce qu'il faut travailler sur la souplesse. Faire du renforcement musculaire, c'est aussi quelque chose qui te permet de mieux vieillir puisqu'on lutte contre la sarcopénie. Et donc, tu trouves toujours des parades, mais il faut être il faut être capable de changer de sport, il faut être capable de s'adapter en fait au temps. Et moi, j'ai trouvé le sport, on va dire, du futur, entre guillemets, c'est que je fais déjà du vélo et je sais que plus tard, je ferai beaucoup de yoga, beaucoup de vélo, beaucoup de renforcement musculaire et les activités explosives, je vais les réduire. Et je m'adapterai au temps qui passe sans avoir l'impression de vieillir ou de voir que mon corps n'est plus capable de le faire. Il y a autre chose qui est... encore une fois, quand on vous suit sur vos réseaux, quand on lit votre livre, notamment sur les balades à vélo, par exemple, qui ressort, c'est les copains. C'est le fait de partager aussi avec 2-3 amis cette balade, qui est une balade encore un peu... Voilà, parce que vous êtes encore dans la force de l'âge les uns et les autres, mais ça aussi, ça compte de se dire on part ensemble et on va se balader. Oui, il y a plein de choses autour du sport, mais les gens souvent me demandent, notamment sur Instagram, ils me disent « Mais comment tu fais pour être motivé tous les jours à faire du sport ? Nous, on n'a pas cette motivation. » Mais je leur dis, en fait, il y a plein de choses. Il y a le plaisir qui est tout le temps différent en changeant de sport, mais aussi le fait de le partager avec des amis. Il y a un volet social. Même quand je fais des sports de combat, je suis dans un club, je suis avec des copains, je retrouve des gens. Quand je fais du vélo, on peut rouler pendant 5 heures, ça peut être très dur, mais on parle, on refait le monde. On va se faire une bonne bouffe, parce que moi je ne mange pas des barres énergétiques. Il y a la récompense après. Mais non, mais ça compte. Non, mais on prend le temps aussi de faire, on va manger une omelette plutôt que de manger des barres énergétiques. Parfois même, on va faire une côte de bœuf plutôt que... C'est un peu dur à la reprise, mais il y a ce volet aussi social de partager, de faire de la rando aussi, de marcher pendant 3 heures, 4 heures avec des amis et de vivre ce moment ensemble et d'avoir des souvenirs ensemble. Donc, le sport, c'est aussi un volet social, se faire un réseau d'amis, être avec d'autres personnes et partager des choses, être dans des paysages aussi magnifiques. Le sport dans la nature. Parce que le sport urbain, c'est plus difficile. Ça, je comprends qu'à Paris, ce soit beaucoup plus difficile de faire du sport dans une salle de sport. Moi, perso, à part ma salle à moi, je préfère faire du sport en extérieur et faire du sport dans la montagne ou être en mer. Évidemment que ça t'apporte quelque chose de plus parce que tu as le paysage, tu as ce que la nature t'apporte. Donc moi, je vais chercher plein de trucs autour qui viennent compléter la sensation de faire du sport, de respirer profondément, de sentir ses muscles puissamment
Et il y a plein de trucs qui t'apportent du plaisir à côté. La sociabilité, c'est important aussi, Michel, notamment chez les jeunes. On sait que l'endroit où on s'éduque, c'est d'abord la famille, puis l'école, et ensuite c'est le club de sport. Il y a des parents dans la salle, les encourager vraiment à trouver avec leur enfant un sport qu'ils ont envie de pratiquer, et surtout les accompagner pour qu'ils ne renoncent pas. Parce que là, on est en début d'année, hein, on l'a tous fait, le côté je vais m'inscrire au club de judo ou au club d'escrime, et puis au bout de 3 semaines, j'arrête parce que j'en ai marre. Comment est-ce qu'on arrive à se motiver et à motiver un enfant qui doit pratiquer et qui doit se retrouver en dehors de la famille, en dehors de l'école, dans un autre endroit de socialisation où il va aussi pouvoir prendre un peu possession de lui-même? Déjà, il y a l'exemplarité. Nous ne sommes pas un pays sportif. Ça bouge depuis Paris 2024, heureusement. Ça bouge pas vite. Hein. Non, ça bouge pas suffisamment vite, mais je pense, vous savez, moi je prends souvent l'exemple. Moi, je suis ORL, je suis médecin. Quand j'exerçais à l'hôpital et que j'avais quelqu'un qui venait me voir avec un larynx qui était un peu limite, qui était inflammatoire et qu'on sait que ça peut faire le lit des cancers, je disais à la personne, il faut que vous arrêtiez de fumer. Il faut que vous arrêtiez de fumer parce que sinon, on va se revoir. Je ne sais pas quand, mais on va se revoir avec un diagnostic beaucoup plus sévère avec un cancer. Les gens ne me tendaient pas le paquet de cigarettes à la consultation, en me disant « D'accord, docteur, j'arrête tout de suite ». Mais c'était rentré dans le cerveau. Et à l'occasion de la mort d'un pote, à l'occasion d'un anniversaire, du 31 décembre, du réveillon, ils se disaient « Tiens, c'est peut-être l'occasion ». Il faut faire rentrer dans le cerveau des gens, les parents, les enfants, que l'activité physique et le sport c'est pas une variable d'ajustement. Ça doit faire partie de l'hygiène de vie. Quand ce sera bien rentré dans le cerveau, et je pense que ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait avec Tony, avec Marie Barzac, avec Amélie Oudéa-Castéra pendant toutes ces années des Jeux Olympiques, le message est passé, il est rentré dans le cerveau. Après, il faut que les parents soient exemplaires. Parce que les gens ne se bougent pas. Nous, parents, si on passe notre soirée allongée sur un canapé et qu'on ne fait pas de sport, on ne peut pas motiver nos enfants. Et puis, il y a l'éducation nationale. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école qui ont été mis en place par Marie Barzac pendant les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il y a moins de la moitié des écoles qui le font. J'ai même entendu une amie qui me disait que l'expérimentation avait été arrêtée par le directeur d'une école parce que ces 30 minutes se passaient sous sa fenêtre et que ça l'empêchait de travailler. On est dans un monde, et l'éducation nationale, ce gros mammouth qui est difficile à bouger, et je comprends que ce soit difficile pour les enseignants de tout faire, mais par exemple, pour motiver les enseignants, leur expliquer que, contrairement aux idées reçues, des enfants qui vont faire les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école ne vont pas être plus dissipés après. Toutes les études ont montré l'inverse. Ils sont plus calmes, ils sont plus concentrés, ils se sont dépensés. Donc, comment motiver les gamins? Il y a l'exemplarité, il y a l'autorité. On ne peut pas laisser un gamin avec un téléphone ou son écran toute la journée ou le soir quand il rentre. Il y a un moment, il faut mettre des règles. Et c'est difficile. Je suis parent, je sais que c'est pas facile, mais il faut mettre des règles en place et dire, voilà, tu as le droit peut-être de faire 1 heure d'écran ou pour aller sur Insta avec tes potes, mais à côté, je veux que tu fasses 1 demi-heure, ou est-ce que tu as fait ton heure d'activité physique quotidienne? L'exemplarité et le modèle familial, c'est aussi là-dedans que vous avez grandi, Bichente. Cette passion du sport, vous l'avez senti à quel moment? Vous aviez quel âge? Moi, tout petit. Vraiment tout petit. J'ai senti que c'était mon truc. Je pense qu'à l'âge de 4-5 ans, j'allais au club Mickey sur la plage en Hendaye et j'attendais les concours de saut en longueur, les concours de course. Et j'ai senti là que j'aimais le sport et que je voulais absolument faire du sport. Moi, ça a toujours fait partie de ma culture. Je transmets ça à mes enfants, même si on n'arrive pas forcément à leur transmettre sa passion. Il faut faire gaffe aussi de ne pas les rendre obsédés par cette idée-là, parce que c'est la mienne à la base. Mais par exemple, mon fils,
Le surf, ça a été un blocage. Il n'a jamais voulu. J'aurais aimé qu'il fasse du surf, mais le surf, il est passé à côté. Il fait plein d'autres sports. Il fait plein d'autres choses. Et ma fille, j'ai voulu la mettre au jiu-jitsu brésilien. Et ça n'a pas fonctionné. Et là, elle vient de m'annoncer qu'elle fait du MMA. Donc finalement, il y a eu une transmission qui s'est faite. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais il y a une transmission qui s'est faite. Mais pour revenir sur le propos précédent, c'est... je trouve que moi, j'ai fait des études STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives, où j'ai appris la physiologie, l'anatomie. Et en fait, je trouve que ce qui manque à l'école, c'est qu'on apprenne le corps, déjà, connaître son corps, savoir comment il fonctionne, comment il est composé, et ensuite des bases de l'entraînement. Parce que les gens ne savent pas s'entraîner. Mais ça, on l'a pas. On l'a pas à l'école. S'ils n'ont pas de coach, ils ne savent pas s'entraîner. Je dis, le minimum, comme j'ai dit, c'est juste aller faire un petit sport d'endurance, s'étirer et faire un peu de renforcement musculaire. Rien que ça, c'est la base parfaite pour se sentir bien dans son corps. On ne nous l'apprend pas. Moi, je l'ai appris parce que j'ai fait du sport de haut niveau et parce que j'ai fait des études des études STAPS, mais je trouve qu'à l'école, il faudrait qu'il y ait une petite formation sur ce sujet-là pour que les gens soient autonomes. Parce qu'en fait, souvent les gens sont dépendants des coachs aussi. Il faut avoir une certaine forme d'autonomie, se dire tiens, à minima, il faut que je fasse ça pour être en bonne forme. Et franchement, c'est pas très très compliqué. Moi, honnêtement, j'ai vraiment des clés d'exercices très faciles pour que tu fasses ton petit rituel tous les jours, sans aucune difficulté. Puisqu'on parle d'éducation physique et sportive, les profs d'EPS en 6e expliquent qu'ils ne font pas faire du sport aux gamins, mais de la psychomotricité. Psychomotricité, c'est-à-dire que les gamins ne sont pas capables de s'envoyer les ballons de gym là, un peu plus lourds. Ils ne sont pas capables de sauter 4 fois de suite sur un pied en 6e. Donc, effectivement, il faut... Comment c'est possible, un truc pareil ? Ben, c'est possible parce qu'il n'y a pas, parce que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que à l'école primaire, il y a très très peu d'activités. Les parents les enfants ne vont pas suffisamment faire de sport, ils font pas le minimum d'entraînement, ils font de la psychomotricité. Parce que quand vous passez la journée sur les écrans... On a 12 ans, hein, Michel. Oui, 11-12 ans. Et quand vous passez votre journée sur les écrans, vous ne pouvez pas penser que votre corps va être en forme pour faire le minimum qu'on vous demande. Et les écrans aujourd'hui, alors, je ne vais pas faire vieux con en disant faut supprimer tous les écrans, tous les smartphones, mais on a un vrai problème, en dehors même du problème des réseaux sociaux, de l'image qu'on veut donner, etc. Le temps que vous passez ou que vos enfants passent sur les écrans, ils ne les passent pas debout, ils ne les passent pas à marcher. Aujourd'hui, la mobilité active, combien il y a de gamins qui vont à l'école à pied ? Combien ? C'est les parents qui les accompagnent. C'est les trottinettes. Les trottinettes, c'est pas actif. C'est aussi pour ça que les adolescents, en 25 ans, ont perdu 50% de leur capacité respiratoire. Ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'ils font un quart de tour de piste en moins pour la même durée. Donc il va y avoir, et ça a été mis en place d'ailleurs, des bilans physiques à l'entrée en 6e qui vont être essentiels pour faire un bilan. Savoir d'où on part, pour savoir d'où on part et pour avoir un bilan. Où est-ce qu'on arrive. Et en plus, il y a des expérimentations qui ont été faites à l'école en montrant que si on personnalise un petit peu l'accompagnement par les profs d'éducation physique, pour les gamins notamment qui sont en difficulté parce qu'ils sont en surpoids, etc., ces gamins vont mieux en quelques mois. Donc c'est pas une question médicale, c'est pas une question de connaissance, c'est une question d'avoir envie de le faire. Pour rendre nos gamins sportifs, pour rendre nos gamins, pour les mettre en bonne santé et avoir, parce que je suis désolé, mais il y a un retour sur investissement. Aujourd'hui, avec tous les débats qu'il y a autour des budgets en général, on sait que 1 euro investi dans le sport santé, c'est 13 euros d'économie pour la sécurité sociale. 13 euros. Ça, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Amélie Oudéa-Castéra. Les grands commis de l'État, en fait, ces gens-là, avec leur gros cerveau si puissant. Alors, je le comprends, comment se fait-il qu'ils ne le comprennent pas, la Michel ? Caisse d'assurance maladie le comprend. Thierry Fatome, qui est le nouveau patron qui est le patron de la CNAM, comprend ça.
Le problème, alors on va pas faire de la politique, surtout pas, pas en ce moment, mais on peut essayer. le problème, non, mais le problème, c'est que si quelqu'un à la tête de la CNAM ou autre décide de rembourser le sport santé, ça va lui coûter de l'argent. Qui va récupérer les bénéfices? C'est celui qui arrivera dans 10 ans parce qu'on aura fait de la prévention, moins de maladies. Et comme ça s'appelle l'intérêt général, non? Comme l'intérêt comment? Général. Ah oui. Si, je répète, général. Ouais, et comme, se dépasser. Voilà, comme on est souvent sur le court terme, voilà. Mais on le sait, c'est le meilleur moyen de prévention. La place du sport en France, Bichente, c'est aussi un sujet dans tout ce que raconte Michel, dans le problème que nous avons tous, enfin en tout cas que certains ont, de ne pas considérer qu'un sportif de haut niveau ou un sportif du dimanche, il est essentiel à la société et que tout ça doit faire partie, en quelque sorte, de notre éducation et de notre mode de fonctionnement. C'est aussi quelque chose dans lequel vous êtes particulièrement engagé. Ça vous a toujours un peu gonflé, disons-le, que les sportifs soient à ce point si peu considérés. On est considéré quand on gagne des médailles. J'ai eu le plaisir de participer aux Jeux Olympiques, enfin de commenter les Jeux Olympiques. Ouais, ici à Radio France. Avec Radio France et j'ai vu à quel point ça apportait du bonheur aux gens, à quel point ça a rendu même le pays fier, apaisé, et à quel point aussi tous les représentants politiques se sont servis de ça, étaient forcément présents pour faire la photo, mais malheureusement, une fois que c'est passé, il n'y a pas ce suivi derrière, et c'est vrai que le rôle du sportif dans la société, ou en tout cas l'image qu'il peut représenter dans la société, à certains moments, il a été un peu sous-évalué. Il y a plein de choses qui sont importantes, mais j'ai l'impression qu'on nous sort quand ça intéresse. Et en l'occurrence, quand il y a, je sais pas, la Coupe du Monde 98, quand il y a les Olympiques en France, là, tout d'un coup, on devient très important. Mais après, il y a beaucoup de sportifs qui repartent dans l'anonymat. Il n'y a pas un suivi de fond par rapport à ce qu'ils peuvent apporter aux gens, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que le sport qui arrive à pacifier une société. Nous, ça a duré 6 mois en 98. Les Jeux Olympiques, ça a duré à peu près 3 mois semaines, après les Jeux mois. Paralympiques. Voilà. Ouais. Et la Et Coupe donc, du ça a Monde une 2018, puissance 2 jours. Incroyable, mais c'est un travail de fond. Être athlète de haut niveau, moi, dans ma tête, ça a démarré à l'âge de 5 ans. Et j'ai arrêté à 36 ans, donc c'est un vrai travail, c'est un pan de vie. Puis après, il y a le volet de la reconversion, par exemple, où tu te démerdes tout seul, tu es abandonné vraiment. C'est-à-dire que si toi, tu fais pas un travail sur toi par rapport à cette fameuse petite mort de reconversion, de réfléchir à ce que tu peux faire, il y a personne qui t'aide. Même dans des milieux professionnels comme le mien. Alors j'imagine même pas dans les milieux où le sport est amateur. Bien sûr. Et je trouve que il y a encore du travail à faire pour accompagner ces athlètes encore plus quand ils ont arrêté, où c'est le plus difficile. Vous avez vécu très longtemps à l'étranger, en Allemagne. Est-ce que vous avez véritablement senti une différence de culture par rapport au sport là-bas? Oui, il y a une différence. En tout cas, par rapport au titre de champion du monde, je l'ai vraiment ressenti. Quand je suis revenu en Allemagne champion du monde, j'ai senti qu'il y avait... Alors, ils étaient déjà champions du monde, des Allemands, depuis longtemps. Ils avaient été avant nous. Il y avait déjà cette culture-là de gagner des titres majeurs. Et donc, être champion du monde, c'était quelque chose de très puissant. Et les sportifs là-bas, quand ils gagnent des médailles, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de puissant. C'est en train de venir en France. Pendant longtemps, on ne gagnait pas, notamment dans le foot. Mais c'est en train de venir. Maintenant, les champions français gagnent des titres. Donc cette culture, on va dire, du sport, de la compétition, du respect du sportif de haut niveau, elle est en train de se développer, de s'ouvrir. Parce que quand même, Michel, avant qu'on passe aux questions à la salle, les rôles modèles, ça compte quand on est gosse et que on se dit, même parce que je vois Djokovic ou Alcaraz, j'ai envie de demander à mes parents de m'inscrire au tennis, ou quand j'ai vu Léon Marchand, j'ai envie de faire de la natation, ou quand évidemment je vois les joueurs de foot, j'ai envie de faire du foot. C'est pas une motivation neutre, le rôle modèle du grand sportif. C'est l'exemplarité. C'est pareil qu'on en parlait tout à l'heure avec les parents qui doivent être exemplaires pour donner envie aux enfants de bouger, mais on a tous rêvé, enfin tous les enfants on
ont des idoles. C'est pas seulement des influenceurs, hein, heureusement. Nous, à notre époque, il n'y en avait pas. C'est ça qui était bien. Il n'y avait pas d'influenceurs à l'époque. On n'avait même pas de téléphone. Moi, j'avais le bakélite, je sais plus où, Nathalie. Mais évidemment que ce sont des modèles. Et je trouve, et c'est pas parce que Lisa est là, mais le côté, il y a des sportifs de haut niveau qui sont des modèles, des idoles pour les gamins et qui ne sont pas forcément recommandables en termes de mentalité, d'état d'esprit. On parle beaucoup de Lamine Yamal en ce moment, qui est un joueur exceptionnel. Je ne suis pas sûr que son comportement en dehors du terrain, parfois même sur le terrain, soit un modèle pour nos enfants. Quand vous avez quelqu'un comme Lisa, moi ça a été un modèle pour moi, Lisa, parce que il représente, ferme tes oreilles, il représente le côté sain du sport de haut niveau. Quelqu'un qui a une hygiène de vie, et on le voit encore aujourd'hui, puisqu'il continue, mais l'hygiène de vie, le fait qu'il est... Pardon, je ne vais pas faire des caricatures avec les joueurs de foot, mais quand Lisa était interviewée, c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il commente, mais quand il était interviewé, il ne répondait pas seulement par « voilà ». Vous voyez, c'est quand même le mot le plus utilisé dans les interviews. Voilà. Et puis on se gratte et on dit « voilà ». Et donc... Vous le faites vachement, vas-y. Oui, non, mais voilà. Moi, je suis effaré. Moi. Voilà. Voilà. On va essayer de marquer en deuxième mi-temps. Après, il en avait quand même avec lui qui. Non, voilà. Mais c'est vrai. Il était dans une génération où on arrivait à avoir, un peu comme dans le rugby, beaucoup d'ailleurs, mais les types arrivaient à répondre aux interviews. Donc, quand on parle de modèle, il faut que ce soit un modèle d'état d'esprit sain, d'hygiène de vie saine, dans un sport qui fait rêver les enfants, avec des sportifs de haut niveau qui arrivent à faire des phrases. Et je suis désolé, mais moi je pense que c'est essentiel pour tout ça. Et c'est pas c'est pas forcément la faute de nos sportifs de haut niveau, mais comme ils sont recrutés dès l'âge de 12 ans et qu'ils font pas tous sport-études, ça devient compliqué. Mais le modèle est essentiel. Il faut que les gamins rêvent. On rêve tous. Moi, j'ai rêvé d'être footballeur de haut niveau. J'ai vite compris qu'il fallait que je fasse médecine. Mais voilà, c'est un modèle. C'est quelque chose qui m'a motivé. J'ai joué au foot jusqu'à 18 ans parce que des gens, alors c'était pas toi à l'époque quand j'avais 18 ans, mais des gens m'ont fait rêver. Ouais. C'est essentiel aussi. Alors, c'est beaucoup de responsabilité pour les athlètes aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'en effet, on fait tout le temps attention à ça, essayer à la fois d'être des athlètes performants et d'essayer d'avoir une tenue. Et c'est pas toujours facile tout au long d'une carrière de le faire, mais la notion de modèle elle est très importante. Moi, ça a été Björn Borg d'abord. Ouais. J'étais fasciné. Je faisais du tennis, j'étais fasciné par Björn Borg. Et j'aimais sa mentalité, son côté concentré, sa façon de s'habiller. Et après, ça a été Alain Giresse quand je suis arrivé au Girondins de Bordeaux. Et c'était j'étais petit, donc du coup, je me comparais un peu à lui. Mais c'est très important pour les enfants d'avoir des modèles. Et c'est vrai que du coup, je m'en suis rendu compte après. J'ai le souvenir aussi je pense que c'était Antoine Griezmann qui était venu à Clairefontaine pour signer des autographes. Il y a une vidéo qui tourne comme ça. Et tu te rends compte quand même que ce jour-là, en fait, il y a Antoine Griezmann qui est venu. Je crois qu'il y a Kylian Mbappé aussi. Il y a une photo. Il a rêvé ce jour-là. Il y a Kylian Mbappé qui était venu aussi. Et tu te rends compte de la responsabilité que tu as ce jour-là, peut-être de lui faire ce sourire, de lui faire cette signature qui fait que le mec, il va rêver encore plus. Et ça va lui donner encore plus envie de devenir ça. Et donc, tout ce que tu vas donner au travers d'un écran, au travers d'une interview, c'est aussi important finalement que les médailles que tu vas gagner, parce que derrière, tu vas créer des vocations et des enfants qui vont avoir envie de faire du sport. Pour moi, le sport, c'est la meilleure école de la vie possible, imaginable. Donc, Et parfois des femmes aussi, parce que moi je sais que tu as inspiré des footballeuses qui portaient ton numéro, qui à l'époque, il n'y avait pas de chaussures en 38 ou en 39, elles jouaient avec des chaussures en 42. Aujourd'hui, elle s'appelle Sonia Bonpastor, par exemple, et tu as été son idole lorsqu'elle était jeune footballeuse. Donc il faut aussi qu'on ait des modèles inspirants masculins et féminins, parce que c'est aussi important de pouvoir se projeter. Vous pouvez bien sûr, je ne sais pas où sont les micros, mais poser vos questions à Michel et à Bichent. Qui commence ? Alors, il y a une question, il y a un bras levé là devant, là-bas. Alors, le micro est là-bas, il va descendre ici. Bonjour, vous pouvez vous lever. Quel est votre nom ? Bonjour, je m'appelle Gaëtan. J'ai une question notamment pour Bichente.
en tant qu'ancien footballeur professionnel, des athlètes comme Raphaël Varane s'est plaint du cumul des matchs. Est-ce qu'on ne met pas en danger la vie des futurs footballeurs et est-ce qu'on ne met pas en danger l'avenir du football? Et la santé, du coup. On ne met pas en danger la vie, mais on met en danger l'intégrité physique. On augmente évidemment le risque de blessures. J'ai l'impression que dans le rugby, on a réfléchi un peu plus tôt à ce sujet-là, où ils ont des effectifs beaucoup plus larges, où ils font tourner davantage. Mais c'est vrai que nous, cette saison, la saison dernière en particulier avec la Coupe du Monde des clubs, c'est un peu la saison de trop en termes de matchs et de calendrier fou. D'ailleurs, les joueurs du Paris Saint-Germain le payent en ce moment parce qu'il y a beaucoup de blessures, donc ça c'est assez logique. Tu veux faire jouer les mecs 60, peut-être 70 matchs, ça se paye la saison d'après ou les saisons suivantes. Si c'est des petites blessures musculaires, ça va. Quand ça commence à devenir des ligaments croisés du genou, c'est une carrière qui peut être mise en péril. Juste, il y a une étude qui a été faite entre David Beckham et Jude Bellingham et qui montre que à 20 ans, au même âge, Jude Bellingham a joué 5 fois plus que David Beckham n'avait joué à 20 ans. Il faut qu'on fasse aussi attention à l'intégrité physique et du coup aussi mentale des sportifs de haut niveau. Juste un mot, Bien sûr, Michel. Le corps est un tout. Nous avons un cerveau et le reste de l'organisme. Et quand, avec des rythmes pareils dont a parlé Vicente, la fatigue mentale s'installe, il y a un relâchement de la vigilance corporelle et physique qui fait qu'on se blesse beaucoup plus facilement. Les études l'ont montré. Un joueur qui est fatigué, qui a une fatigue mentale, psychologique liée à l'accumulation de sport, de matchs, se blessera beaucoup plus. Et c'est probablement ce qui arrive au PSG aujourd'hui aussi. Tu as eu ces blessures-là dans ta carrière. Oui, je l'ai vécu. Après, la blessure, elle arrive parfois comme... un révélateur. Un révélateur et après une chance, un moment de pouvoir récupérer entre guillemets naturellement parce que personne te dit ça serait bien que tu joues demain. Une autre question. Donc Pascal, on a la chance d'avoir 2 spécialistes, donc Michel et Vicente, anciens champions de haut niveau. Et en fait, je me disais, ça rebondit sur la première question, mais est-ce qu'il y a une relation particulière qui s'installe entre toi et le médecin quand tu étais champion de haut niveau en football et que malgré les blessures et tout ce qu'on a expliqué juste avant, tu te dis non, écoute, tu me dis que je suis un peu blessé, mais moi j'ai envie de faire ce match et donc je vais pas t'écouter, je vais y aller. Est-ce que maintenant, même si on voit qu'au PSG il y a beaucoup de blessures, avec le recul, tu te dis des fois j'y suis allé alors que j'aurais pas dû y aller, ou alors j'ai eu raison d'y aller parce qu'en fait le médecin il s'est trompé? C'est très intéressant votre question. J'ai fait un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu un match où je n'y suis pas allé. C'était une finale de Ligue des Champions. Je m'étais blessé 3 mois avant, rupture du croisé postérieur. Et j'étais vraiment limite en termes de timing. Et j'ai pas voulu me mettre trop sous pression, et physiquement et mentalement, parce que j'étais vraiment sur une deadline qui était trop juste. Et du coup, j'ai pas fait cette finale de Ligue 99 des Champions. 99 face à Manchester United. Mais mon genou me dit merci encore aujourd'hui, parce que j'ai jamais eu plus de problème à mon genou depuis. Et j'ai déjà vu des joueurs qui ont forcé, notamment sur des problèmes articulaires, avec des genoux qui étaient pas soignés et qui ont abîmé leurs genoux, et ça a eu un impact sur la durée de leur carrière. Donc oui, la relation avec le docteur est très importante, il y a une relation de confiance. Le joueur a toujours tendance à vouloir jouer, mais après, il ne faut pas être con. Il y a des blessures musculaires, par exemple, où si tu te redéchires un petit peu, c'est pas dramatique, mais les blessures articulaires, tu peux vraiment fracasser ton articulation et encore une fois, perdre des années de carrière. Donc à ce moment-là, je crois qu'il faut savoir ne pas forcer, avec le conseil du médecin aussi. Vous savez, je crois que médecin d'un club, que ce soit de foot ou autre, c'est l'enfer. Parce que vous êtes, normalement, notre exercice en tant que médecin doit être complètement indépendant de toute influence extérieure. Si je vois un patient, c'est moi qui décide. Je peux décider avec d'autres médecins de l'hôpital si je travaille dans un service, mais c'est moi qui décide avec le patient de ce que je dois lui proposer comme traitement, arrêt de travail ou autre. Quand vous êtes médecin d'un club, et j'en ai parlé avec des médecins
récemment des médecins de foot, vous êtes sous influence du joueur. Le joueur veut jouer. Il veut jouer, il se dit « ouais, ça va mieux. Non, c'est une semaine de plus de repos. Non, non, mais je veux jouer impérativement, sinon je vais perdre ma place. » Le directeur sportif et l'entraîneur qui veulent que le joueur, parce qu'il est important. L'agent du joueur, qui veut pas que son joueur soit dévalorisé parce qu'il n'a pas joué, qu'il risque de se faire remplacer, que s'il se fait remplacer, qu'il est sur le banc, il va perdre de la valeur. L'influence des médias, qui disent mais comment ça se fait que Dembélé ne joue pas alors qu'on a besoin de lui pour un Champions League. Et le médecin avec tout ça, il a toutes les influences extérieures qui font que ça va biaiser son jugement, alors qu'il ne doit avoir qu'un seul intérêt, c'est celui de son patient. Et de son intégrité. Et il y a un problème aussi de secret médical. Il y a un papier dans l'équipe ce matin sur le secret. Les bonnes relations entre le Paris Saint-Germain et la Fédération française de football. On a Barcola qui arrive, enfin c'est extraordinaire quand même, la photo, il arrive avec son dossier médical à Clairefontaine pour expliquer, bah ouais, mais moi j'ai un problème aux ischios, etc. Et on partage l'information entre médecins. Il y a un groupe WhatsApp, c'est normal, mais finalement ça sort dans la presse. Le secret médical, il est violé là. On n'a pas à savoir qu'il a un œdème de l'ischio-jambier. C'est des discussions entre médecins. Donc le boulot de médecin, moi à un moment j'ai rêvé d'être médecin dans un club de foot. Et finalement non. J'ai rêvé de trop de trucs. Non, finalement tu fais du théâtre, et c'est bien aussi. L'athlète doit aussi à un moment donné prendre ses responsabilités parce que le jour où il décide de jouer et finalement il abîme son articulation définitivement, sa carrière elle est terminée et personne, je répète encore une fois, personne n'en a strictement rien à foutre. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent, parce que la vie continue, parce que les matchs continuent. Donc l'athlète doit toujours penser à être durable. Donc être durable, c'est à un moment donné ne pas être stupide. C'est pour ça qu'il faut vraiment discuter sur les risques. Les risques sur des blessures musculaires ne sont pas très importants. Sur des blessures articulaires, c'est très important. Et à un moment donné, savoir dire stop, ça vient aussi de l'athlète. Mais il y a beaucoup de pression de partout. Oui, et puis il y a un autre sujet qui est apparu, qui est le sujet des commotions cérébrales. Vous parlez, Gaëtan, tout à l'heure de Raphaël Varane. Il a dit avoir joué en ayant subi des commotions. Aujourd'hui, c'est aussi un enjeu pour notamment le football. Le rugby est un peu plus en avance sur ces sujets-là, mais pour le hand, pour le foot, c'est aussi un sujet. Je voudrais qu'on termine avec vous. Madame, vous avez levé la main pour une question. La dernière pour Bichente et Michel. Oui, moi c'est Claire. Je voulais vous remercier pour votre intervention. Depuis le début de la matinée, il y a eu la part belle qui a été faite à la jeunesse et à l'éducation nationale. Vous avez parlé durant l'intervention de prise en main individuelle, de responsabilité que nous avons à titre personnel. Est-ce que vous ne pensez pas également qu'il y aurait une responsabilité à donner aux entreprises, sachant qu'en ce moment, on fait beaucoup face à des burn-out, des bore-out, toutes sortes de choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas diviser un petit peu la responsabilité au sein des différentes parties prenantes qu'il peut y avoir dans notre quotidien? Il ne faut pas diviser, il faut compléter. Ouais. Et en fait, le monde du travail, et on a beaucoup travaillé pendant Paris 2024 avec les entreprises, notamment les entreprises partenaires premium des Jeux. Il y avait une opération pour faire bouger leurs collaborateurs. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de la part des chefs d'entreprise sur l'importance de l'activité physique et du bien-être au travail. Et là aussi, je vais utiliser un gros mot, c'est le retour sur investissement. Parce que les entreprises se sont rendues compte qu'1 euro d'investi dans le bien-être, dans l'activité physique, dans la possibilité même, ne serait-ce que pour que les collaborateurs puissent faire même des siestes dans des endroits dédiés, c'est 10 euros de retour sur investissement en termes de baisse des arrêts maladie, des arrêts de travail, baisse des accidents de travail et sur le bien-être. Et quand vous croisez un collaborateur dans une entreprise qui a la banane parce qu'il est bien, il contamine tous ceux qui sont autour. Plus les mobilités actives qu'on essaye de motiver aussi auprès des entreprises pour qu'elles subventionnent l'achat, la location de vélos pour se rendre au travail, qu'on demande aux gens de marcher un petit peu plus plutôt que de descendre dans la dernière station de métro. Et puis, architecturalement, quand vous allez dans un immeuble de bureau aujourd'hui, que vous voulez monter au 5e étage, vous avez l'ascenseur devant vous. Cherchez l'escalier.
Alors ici à la maison de la radio, tu sais que je fais 10 000 pas par jour. Ça t'a pas échappé, cette maison elle est ronde. Oui. Pour aller d'un endroit à un autre, pour aller du point A au point B, il faut passer par le point F. Et je vous jure que c'est vrai. Du coup, moi voilà. Il faut. Mais c'est vrai, les escaliers sont moins accessibles et dans les entreprises que les et les nouvelles entreprises qui ont compris ça, elles mettent les escaliers bien en évidence, très larges, très agréables, très éclairés. Et il faut plutôt aller chercher l'ascenseur pour si on veut monter. Et ça. Les entreprises, le monde du travail aujourd'hui a compris l'importance de l'investissement dans l'activité physique. Merci beaucoup à vous pour vos questions. Merci Michel, merci Bichente. Merci. Bichente, on vous retrouve sur Instagram parce que vous donnez des petits cours aussi, c'est pas mal. Et vous Michel, on vous retrouve au théâtre Saint-Georges, Secret médical. Secret médical. Voilà, cet homme-là sait tout faire. Marrer, venez voir. Merci beaucoup à vous, on se retrouve dans 10 minutes et cette fois-ci c'est Alexis en Quinquan. Merci beaucoup.